C'est quoi la proportion, tu dirais, de tes retombées locatives? Est-ce que On a travaillé avec des centaines d'influenceurs du Québec, dont les plus connus du Québec. qui t'est arrivé, j'imagine? D'ailleurs, des fois, tu en racontes, c'est assez drôle sur tes réseaux sociaux. C'est ça. Ah, j'ai eu un ours aussi dernièrement. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast. Nouvel épisode rime avec nouvel invité. Aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir de recevoir Jacinthe Perrault. Jacinthe, comment ça va aujourd'hui? Bonjour Adam, ça va très bien toi? Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est un domaine vraiment qui m'intéressait beaucoup. Je suis dans la gestion de chalets locatifs, on va en revenir bien sûr, depuis déjà pas mal d'années. C'est quelque chose aussi qui va très probablement intéresser une majorité de personnes. Donc pour te présenter un petit peu, Jacinthe est propriétaire et investisseur immobilier dans la gestion de chalets locatifs dans les Laurentides. Donc on se transporte un peu au niveau des Laurentides. On filme à Montréal en ce moment, comme d'habitude, mais on va parler un peu voilà, du marché locatif des Laurentides qui est vraiment très proche de celui de Montréal. Euh, Merci beaucoup. Je te laisse un peu te présenter. On va faire Oui. le podcast en deux parties, deux capsules vidéo de 15-20 minutes. Vous commencez un peu à en avoir l'habitude. Donc, première partie, on va présenter un peu Jacinthe, son histoire, comment elle est arrivée dans la gestion de chalets locatifs. Et aussi, pour parler en deuxième partie, dans une deuxième capsule vidéo, des tendances actuelles, du marché locatif, comment ça évolue aussi au niveau des Laurentides. Donc, Jacinthe, je t'en prie, si tu peux un peu nous expliquer voilà, d'où est venue cette idée, quel est peut-être un peu ton background par rapport... Oui, certainement. En fait, j'ai commencé dans l'immobilier il y a plus de 10 ans environ. On a une compagnie de construction, moi et mon mari. On a acquis des terrains dans les Laurentides il y a plus de 10 ans, même 12, 13 ans. On avait acheté des terrains qu'on a fait dormir plusieurs années. Donc, on a acquis de l'immobilier dans l'ouest de l'île. On a fait du locatif long terme pendant longtemps sur des maisons. J'avais un grand rêve de chalet locatif, ça faisait très longtemps. Puis c'est pourquoi qu'on avait acheté les terrains. Puis, à un moment donné, on a décidé de tout vendre, notre parc locatif long terme, pour s'en aller complètement dans le court terme. Donc, c'est ça. On a vendu les maisons, on a vendu quelques lots, puis on a commencé à bâtir le premier zen, qui était le Zen House 1 à l'Axe-Supérieur. Puis après ça, bien, ça a enchaîné. J'ai fait le 2, 3, 4, 5, et on est au 6e présentement, et on a le Zen House 7, 8, 9, 10 qui s'en viennent aussi très bientôt. On fait du développement de terrain aussi, toujours dans le locatif court terme. Donc, on fait du développement de terrain pour les gens qui veulent développer une entreprise de locatif court terme. Donc, c'est-à-dire on vend des terrains qui sont déjà approuvés à la ville. déjà avec permis, etc. Exactement, Donc exactement. Donc, c'est comme un clé en main un peu pour quelqu'un qui veut démarrer son entreprise dans le locatif court terme. Parfait. Donc, si je comprends bien, si on remonte un peu à, comme tu as dit, 10-12 ans, donc toi, tu as toujours été dans l'immobilier, mais tu étais sur du long terme, plus sur de Exact. la Oui. gestion long terme. Oui. Tou- Toujours un peu dans ce que tu fais toi, donc dans tes investissements personnels, ou c'était aussi de gestion de patrimoine? Non, c'est vraiment personnel. En fait, c'est moi et mon mari seulement. On est parti de absolument rien à qu'est-ce qu'on a aujourd'hui. Donc, nos parents ne sont pas dans l'immobilier, ne sont pas des entrepreneurs non plus. Donc, on a vraiment construit ça par nous-mêmes en commençant dans la construction. On a fait des flips de maison aussi pour commencer, pour se faire un petit fonds. Toujours dans les Laurentides ou c'était... Non, là, on était dans l'ouest de l'île. Ça fait environ 2 ans qu'on a déménagé dans les Laurentides pour vraiment s'établir à 100%. Donc, on développe les Laurentides présentement depuis 4 ans et demi, mais ça fait 2 ans qu'on a les deux pieds par terre dans les Laurentides. Une question vraiment que j'avais envie de te poser, c'est, j'imagine que beaucoup de gens se la posent aussi, c'est comment on passe, parce que je vais reformuler, ça va être beaucoup plus simple, mais il y a plusieurs propriétaires de chalets qui font un peu leur gestion, Ouais. tu sais, qui ont un,
majoritairement un, peut-être deux, ils font leur gestion, mais ça reste quand même comme un side job, tu sais. Mhm. Comment vous êtes passé, j'imagine qu'au début, vous avez peut-être un travail à temps plein, ça c'était un peu peut-être un side job, une rentrée d'argent de côté. Comment vous avez réussi à passer à un travail à temps plein? Bon, moi, je suis une maman de 3 enfants, là. Donc, j'ai été longtemps très occupée avec mes petits. Avec la compagnie de construction, évidemment, c'était notre premier travail qui rapportait. Puis, tranquillement, quand on a commencé à faire les annonces, ça s'est transformé que c'est moi qui faisais la gestion. Il faut savoir, dans le locatif court terme, quand on fait la gestion, à mon avis, c'est là que ça vaut la peine parce que c'est quand même 30 entre 20 et 30 du profit c'est à paye, en fait. Oui. C'est à paye. Donc, tu sais, si je laissais tout ça à table, probablement qu'il faudrait que je me trouve un autre job. C'est C'est un ça. peu ça. Autant, tu trouves que les compagnies de gestion prennent autant? Mais c'est entre 20 et 30. C'est tout dépendamment des localisations aussi. C'est sûr que si tu es à Tremblant, il y a des grosses chances qu'ils te chargent 30. Si tu es à Moronite, même chose. Si tu t'éloignes un peu, si tu t'en vas à Saint-Côme, peut-être que les compagnies vont descendre à 20. Mais plus que tu as un gros volume, plus que tu es prestigieux puis que tu es proche des gros centres de tourisme, plus que le pourcentage va monter, évidemment. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Donc, je vis de ça. Oui, évidemment, je vis de ça. On est super occupés parce que je fais non seulement la gestion, mais on est contracteur aussi. Donc, on les bâtit, les établissements. On les design, on les meuble, on fait la gestion sur les plateformes et aussi la gestion des médias sociaux, qui prend une énorme place dans notre entreprise. Ouais. D'ailleurs, c'était ma prochaine question, mais c'est super intéressant ce que tu dis. Donc, tu offres en fait vraiment un package clé en main. Oui. Donc, tu commences avec la vente de terrain, vous construisez, tu passes par le design. Oui. Donc, On passe vraiment de tout. Tous les aspects de ce projet-là, je le connais. Ouais. On fait tout, en fait. Donc, du premier coup de pelle, en fait, jusqu'aux dernières petites cuillères mises dans le tiroir, c'est moi qui le fais. J'imagine que c'est ton mari qui avait commencé peut-être cette compagnie de construction à Oui, la compagnie base. de construction, elle a été fondée il y a quasiment 15 ans déjà. Puis c'est mon mari qui bâtit en fait les chalets, là. Donc on est une super équipe. On est une super équipe dans le sens que lui, il bâtit les chalets, puis il me les donne, puis après moi, je les fais rouler. Donc, on a une équipe, on a un bon team. Là. Donc, disons que si quelqu'un cherche un contracteur, est-ce qu'il peut vous contacter? Oui, certainement. Okay. Oui, certainement. Puis si vous cherchez des terrains aussi, les terrains, c'est la même chose, on en a. On en a dans le coin de Tremblant, on en a dans le coin de Moronite aussi. Parfait. Ouais. Tu as parlé un peu de médias sociaux, que tu faisais voilà, ta gestion de réseaux sociaux, oui. etc. Je suis vraiment fan de ton compte Instagram. Merci. C'est incroyable. C'est peut-être les seuls chalets locatifs avec autant de communautés. Tu as à peu près comme 40 000 personnes, oui. Je pense, qui te suivent. Vraiment. Est-ce que c'est payant? Est-ce que tu as des retombées rentables au niveau des... Définitivement. Ça, c'était ma première question. Oui, en fait, quand on a commencé à travailler sur les réseaux sociaux, ça fait... plus sérieusement, là, ça fait environ 2 ans que je mets beaucoup plus de temps là-dedans. On a travaillé avec des centaines d'influenceurs du Québec, dont les plus connus du Québec. Ça a vraiment des grosses retombées. On a touché des millions de personnes avec toutes ces vidéos-là et toutes ces collaborations-là. Écoute, on est la référence, je crois, au Québec du chalet locatif en termes de réseaux sociaux, là. Moi, je crois beaucoup en le marketing d'influence. Je crois qu'en 2024, si tu n'es pas là, tu passes peut-être à côté de quelque chose qui serait important de regarder. Nous, c'est clair que j'arrêterai jamais de faire ça parce que je trouve que ce soit du chalet locatif ou que ce soit n'importe quelle entreprise, il faut absolument que tu touches à ce type de marketing-là. Comme tu as dit, vraiment, vous êtes vraiment sur la coche, là, comme on dit, pour les médias sociaux. C'est quoi la proportion, tu dirais, de tes retombées locatives? Est-ce que tu attribues vraiment une grosse part? Est-ce que c'est au-delà de 50%? Est-ce que c'est en dessous? Parce que
on va pas se le cacher, la majorité des locations vont passer par les plateformes tierces, que ce soit Airbnb, Booking.com ou VRBO par exemple. Ouais. Est-ce que vraiment l'avantage aussi, c'est que donc c'est un profit direct. Ça veut dire que tu vas pas payer une commission à une plateforme. Ouais. Donc j'imagine que c'est vraiment important pour toi Ouais. les médias sociaux. Depuis environ 1 an, on a plus de 50 de nos locations qui passent directement par notre site web. Donc, c'est très, très bon. Je suis vraiment contente des retombées, là. Donc, ça veut dire que ça a vraiment bien fonctionné, la publicité que je fais sur les réseaux. Oui, il y a la cote que tu payes sur les plateformes qui est fatigante, mais en même temps, ça te donne une super belle visibilité au niveau international. Parce que les clients qui viennent d'un peu partout dans le monde vont passer par Airbnb, Booking, toutes ces plateformes-là. Ils passeront probablement pas par mon site Internet, à moins que ce soit un récurrent et que ce soit un client qui revient. T'sais. Mais au-delà de ça, les plateformes, c'est que tu n'as pas le contrôle. Donc, quand il arrive quelque chose, quand il y a un problème, tu dois passer toujours par la plateforme, puis ça devient un peu plus compliqué, puis tu n'as pas nécessairement le gros bout du bâton, si on peut dire. Tandis qu'avec ma plateforme, à moi, mais je gère tout. Je gère l'argent, je gère les dépôts de sécurité, je gère tout. Donc, moi, je préfère ça. Puis, par contre, il y en a que pour Airbnb, ça va parce qu'ils n'ont pas le temps de faire la gestion, parce que ça prend beaucoup de temps. C'est ça. Ouais. Ma question qui découle de ça, ça serait... Donc, tu as fait beaucoup de collaborations avec, comme tu as dit, plusieurs influenceurs, Ouais. Que ce soit Elisabeth Rioux, par exemple. Ouais. Comment tu arrives à attraper, ou on va utiliser ce terme, mais comment tu arrives à collaborer avec des gens aussi influents que Elisabeth Rioux? Bien, en fait, ça a fait boule de neige, là, parce que quand j'ai commencé à faire ça, quand j'ai commencé à faire des collaborations, j'avais engagé quelqu'un. J'avais engagé une fille qui avait déjà des contacts au niveau de l'influence. Donc, on a fait 6 mois ensemble. Puis, on a fait peut-être 3-4 collaborations avec des influenceurs du Québec. Puis après ça a découlé de ça. Donc, un coup qu'il y en a un qui vient, l'autre t'appelle. Tu comprends? Fait que quand je fais une collab, normalement, j'ai 3-4 messages qui suivent sur mes réseaux, dire « Hey, moi aussi, j'aimerais ça collaborer avec toi ». Je fais pas juste des collaborations avec Elisabeth Rioux, je fais pas juste des collaborations avec des influenceurs qui ont 1 million. Moi, j'aime beaucoup travailler aussi avec les micros-influenceurs. Les micros-influenceurs, ils sont très motivés. Fait que, tu sais, même s'ils ont 15 000 abonnés, 30 000 abonnés, 50 000 abonnés, ces influenceurs-là, ils veulent percer, ils veulent réussir, fait qu'ils sont prêts à mettre beaucoup d'énergie sur ce que tu vas leur donner. Deuxième chose, il y a des compagnies souvent qui vont faire, ils vont engager des influenceurs, ils vont les payer. Moi, ce que j'ai, c'est des stays. Tu comprends? Fait que, oui, c'est sûr que ça me coûte un montant de base, là, évidemment. Là. Donc, c'est les frais de ménage, les frais de base, là, en fait. Là. Mon cost à moi. Tu là. leur offres un séjour, disons. Mais je leur offre un séjour. Je leur offre une nuitée, 2 nuitées, tout dépendamment de l'importance de l'influenceur en soi. Donc, je trouve que de ne pas utiliser ça quand tu es dans le chalet locatif, c'est un peu de passer à côté de quelque chose, tu sais. C'est facile. Ça te donne une visibilité incroyable. Incroyable. Écoute, c'est automatique. J'engage un influenceur, j'en ai 3, 4, 5 qui vont m'écrire parce qu'ils vont vouloir collaborer aussi. Fait qu'après ça, j'ai une liste d'attente de collaborateurs. Fait que quand j'en ai besoin un, j'en appelle un. C'est tout. Et comme tu l'as dit aussi, la majorité de la clientèle, on va pas se le cacher, ça reste quand même des gens du Canada, mais énormément aussi des gens de Montréal. Oui. Donc, c'est sûr que si tu prends des influenceurs qui sont basés à Montréal en majorité, tout leur réseau, il est 90% du temps, il est basé sur Montréal. Donc, tu vas toucher ta clientèle cible directement. Ce que je fais, c'est, oui, j'ai des influenceurs qui sont sur la Rive-Nord, j'ai des influenceurs qui sont à Montréal, j'ai des influenceurs qui sont à Toronto aussi. Donc, tout dépendamment quelle clientèle que je vais cibler mon influenceur qui va aller avec. Quand on engage des influenceurs de Toronto,
automatiquement, on va avoir des voyageurs qui vont venir de Toronto. Même de New York, ça va venir de New York. Donc, on essaye de cibler un peu partout, pas juste Montréal. Puis, il faut savoir que quand on fait affaire avec des influenceurs, mettons, de Montréal, tu veux pas nécessairement avoir l'influenceur qui a le même following que l'autre que tu vas engager. Tu vas avoir plus de diversité. Ben oui, évidemment, tu sais. Puis, qu'est-ce qui est important aussi de faire avec eux, c'est si vous voulez avoir encore plus de visibilité, faites des concours, faites tirer des nuitées, faites tirer des choses. Comme ça va vous apporter pas mal plus de followers que juste engager l'influenceur. Donc, il faut donner, en fait. Il n'y a pas de miracle. Là. Que tu fasses ta publicité avec une compagnie de publicitaire, que tu vas payer des milliers de dollars par mois, ou que tu le fasses toi-même puis que tu passes par le marketing d'influence avec les influenceurs, bien, tu sais, d'une façon ou d'une autre, il faut que tu sortes un peu d'argent de tes poches. Là. Ça ne vient pas tout seul. Il faut donner pour recevoir. Et voilà, c'est ça. Bien sûr. Une question que j'avais envie de te poser, parce que ça vient aussi très souvent dans mon entourage, quand j'essaye, disons que j'ai des amis qui ont des chalets, leur famille, etc. Il y a beaucoup de personnes qui sont, tu sais, réticents à louer leur chalet parce que ça reste quand même un bien personnel. Mais aussi, il y a eu beaucoup d'histoires aussi par le passé de bris, de vols ou de fêtes. Tu sais, dans la presse, on a eu beaucoup d'histoires de fêtes organisées dans un chalet, etc. Qu'est-ce que tu dirais, toi, disons, pour ces personnes-là qui sont réticentes de louer leur chalet? C'est une business, tout simplement. De la brique, c'est de la brique. L'immobilier, c'est pas un bien sentimental, pas du tout, c'est de la brique. Donc, pour moi, ça n'a jamais été très émotionnel, mes immeubles, que ce soit dans le chalet locatif ou que ce soit genre dans l'immobilier long terme, c'est la même chose pour moi. Donc, il y a des dépôts de sécurité qui sont demandés, j'ai des règlements, j'ai des contrats de signés avec les clients. Oui, ça arrive, évidemment. Il y a des bris, là, comme c'est la vie, c'est comme ça. Si tu t'embarques dans le chalet locatif, c'est que tu vas en avoir à gérer, évidemment. Donc, il ne faut pas que tu sois attaché à tes biens. Puis, le locatif court terme, si tu embarques dans cette business-là aussi, c'est important de savoir que les périodes occupées, c'est-à-dire Noël, Pâques, semaine de la construction, mais c'est pas toi qu'il faut qu'il aille au chalet, c'est tes clients parce que c'est là que tu vas faire ton argent. Donc, ce que j'aurais à dire, c'est que c'est tout simplement une business. Tout simplement. Donc, il faut que tu fasses, la paix avec les bris et tout ça. Tu as des dépôts de sécurité, puis ça finit là. Tu le remplaces. Du matériel, ça se remplace, pas grave. Et c'est ça. Si vous êtes prêt, en fait, à louer votre chalet, à le rentrer comme un business à part entière, logiquement, il faut s'attendre, pas automatiquement, mais comme Jacinthe a dit, voilà, ça peut arriver, bien sûr. Ben oui, c'est de l'hôtellerie. C'est tout simplement. Donc, tu t'en sortiras jamais. Là. C'est sûr qu'un jour ou l'autre, tu vas avoir des bris ou tu vas avoir un party. Ou... J'ai des histoires à... Mon Dieu que j'en ai des histoires, j'en ai. J'allais te relancer là-dessus. C'est ça, j'allais te demander une histoire assez loufoque ou drôle qui t'est arrivée, j'imagine. D'ailleurs, des fois, tu en racontes. C'est assez drôle sur tes réseaux sociaux. C'est ça. Oui, j'en ai eu plein. J'en ai eu une dernièrement. Écoute, j'ai eu des portes défoncées dernièrement, 2 cadrages de portes défoncées, des matelas scrap. J'ai des gens qui m'ont demandé d'égorger une chèvre sur le terrain. J'imagine que c'était type religion, je ne sais pas. J'ai la police qui s'est ramassée souvent pour des parties l'été, surtout, là. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai comme histoire? Ah, j'ai eu un ours aussi dernièrement. C'est ça, ouais. J'ai vu. J'ai eu un ours. Ben écoute, c'est des choses qui arrivent, il faut dire. On est dans les Laurentides, là, on habite, les chalets sont dans le bois, là, donc ça vient avec la nature, évidemment. On se demandait, on avait toujours les poubelles qui étaient revirées d'envers, ça faisait plusieurs semaines, puis on n'arrivait pas
à le prendre sur le fait, là. Qu'est-ce que c'était? C'était-tu un ours? C'était-tu un raton laveur? C'était-tu un humain qui nous aimait pas? On ne sait pas. Des voisins pas contents. On a vu toutes les couleurs. Et on l'a pris sur les caméras. En fait, c'était un ours qui venait tout le temps virer nos poubelles en envers. On l'a pris, mais on n'a pas eu besoin de rien faire. Il est parti par lui-même. Mais ça nous est déjà arrivé qu'il y en avait un qui revenait, puis qui revenait, puis qui revenait. Puis on avait appelé la faune. Pour savoir qu'est-ce qu'on faisait avec ça, parce qu'évidemment, ça reste que c'est un ours, là. Souvent, ils ont plus peur que nous autres, là, mais il fallait mettre de l'eau de javel sur les poubelles pour essayer de le faire partir. Puis sinon, il venait avec une cage, puis il le trappait, puis il le taguait, puis il le relocalisait dans ses packs plus loin, dans le coin de Tremblant. Oui, c'est ça, j'allais te demander. Donc, c'est plus du coin de Tremblant. Parce que c'est vrai que dans le coin de Maury Heights, de Laurentides, de Maury Heights... Il n'y en a pas beaucoup. Il y a pas beaucoup de bébites dans le coin de Maury Heights. C'est vraiment... plus tu t'enfonces, en fait... Lac-Supérieur. Puis, tu sais, Lac-Supérieur, on est sur la ligne de la CEPAC de Tremblant. On est vraiment sur la ligne, carrément, les chalets sont là. Donc, on voit plus de types de bébites qui peuvent faire peur un peu, mais inquiétez-vous pas, là. Vous pouvez venir dans les annonces quand même. Parfait. On va finir sur cette première capsule vidéo et on se retrouve très vite pour la deuxième. Merci Jacinthe. À tantôt.